Soleil vert, Gwenaëlle Scottet. Notre rendez-vous avec le développement durable. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Cécile. Et bienvenue évidemment dans le 17-19. On poursuit sur les OGM cette semaine. Voilà, pour cette troisième chronique donc sur les OGM, on va commencer à parler de ce qui est gênant avec eux. Alors en vous expliquant ce que c'était l'ADN et comment on faisait les OGM, en fait j'ai voulu vous dire qu'a priori c'est pas forcément un problème de modifier les êtres vivants pour l'agriculture. Finalement la différence entre sélectionner des plants, les croiser pour essayer d'avoir le meilleur des deux variétés, ou alors modifier le génome d'une plante pour la rendre plus productive, cette différence, elle n'est pas vraiment énorme, en tout cas au niveau scientifique, et moi, ça ne me choque pas vraiment personnellement. Non, ce qui me gêne, moi, c'est en priorité avec les OGM, c'est plus un problème économique, et vous allez voir que ça dépasse en fait la question des OGM. Et c'est-à-dire ? Alors, on va refaire un retour en arrière. Vas-y. À l'origine, l'agriculture, elle était vivrière, c'est-à-dire qu'elle servait à nourrir les gens qui la faisaient. Donc, à force de faire de l'agriculture, les gens ils se sont améliorés. Ils ont développé des techniques, ils ont progressé, ils ont même parfois connu de véritables révolutions, comme la charrue ou le fumier. Et donc, ils ont fini par réussir à produire plus que ce dont ils avaient besoin. Et à ce moment-là, certaines personnes de chaque famille ont pu faire autre chose que travailler à la maison pour produire la nourriture de la famille. Et dans un premier temps, les gens ont donc troqué leurs excédents contre ceux d'autres personnes. Par exemple, mes chèvres donnent plein de lait, j'en fais des fromages et je vais te les troquer contre la laine de mon voisin qui en a trop avec ses moutons. Alors après, on a rajouté de la monnaie pour faciliter tout ça, puis ça fait du commerce. Voilà. Et donc, dans un deuxième temps, les techniques se sont tellement améliorées qu'on a réussi à produire suffisamment d'excédents pour permettre à toute une partie de la population de ne pas être directement liée au travail agricole. Et finalement, tout ce qu'on arrivait à produire en plus de ce qu'on mangeait au sein de la famille a permis de développer tout le reste, l'éducation, la culture et puis ensuite l'industrie. Il y a un côté cercle vertueux, quoi. Voilà. Mais donc, quand on fait pousser des plantes chez soi, par exemple du blé ou du maïs, on va pas tout manger, on va pas tout troquer, on va pas tout vendre, non, on va en garder une partie des graines pour les ressemer l'année suivante. Oui, ça paraît la base en fait. Ouais, il me semble que cette autonomie, c'est hyper important dans ce métier d'agriculteur où on devrait essayer d'arriver à être autosuffisant et indépendant. En fait, l'agriculture, c'est une façon d'utiliser la nature, les écosystèmes, parfois en les modifiant, bien sûr, mais quand même, des écosystèmes. Et un écosystème, ça fonctionne plus ou moins en vase clos. Tout est utilisé, recyclé. Plus on va se rapprocher de ce que fait la nature, de ce qu'elle sait faire et qu'elle sait très bien faire, plus on va s'en rapprocher et donc, normalement, plus on sera efficace. Oui, sauf qu'on a vu, quand on a parlé d'agriculture biologique, que c'est pas tout à fait ce qui se passe. Non, il se trouve que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros, et le développement de l'agriculture moderne dite conventionnelle, les agriculteurs sont de moins en moins indépendants et de moins en moins autonomes. Alors que chacun se spécialise et s'insère dans un circuit économique, ok, bien sûr, mais sur sa propre ferme, on devrait avoir un peu plus de liberté et d'autonomie. Alors avec l'arrivée des tracteurs et des machines agricoles, on se retrouve à être complètement dépendant du carburant et donc du pétrole. Avec les intrants chimiques, les engrais, les herbicides, les pesticides, on devient indépendant des grosses entreprises de la chimie qui sont elles-mêmes dépendantes du pétrole. Et puis avec les semences qu'on achète tous les ans, on est dépendant des semenciers qui se trouvent être les mêmes boîtes qui font la chimie et qui sont dépendants du pétrole. Oui, donc on en revient au pétrole, on avait eu l'occasion de l'aborder ici aussi. Mais tu parles de semences achetées tous les ans, les agriculteurs ne sèment plus les graines qu'ils ont récoltées ? Ah oui, en fait, au même moment où l'industrie chimique a commencé à vendre des intrants à tous les agriculteurs, ils ont aussi commencé à leur vendre des semences spéciales qu'on appelle des hybrides F1. Non barbares. Voilà. Sont des graines qui sont issues de deux lignes pures qui présentent des caractères trop bien. Et puis, si on les croise, ça donne des super graines avec des super pouvoirs. Ça repose en fait sur un principe génétique qu'on appelle l'hétérosis, qu'on appelle aussi la vigueur hybride. Et donc, je ne sais pas exactement comment ça marche, je n'ai pas tout bien compris, mais ce qui est sûr, c'est que ça marche. Donc, par contre, quand on ressème les graines qu'on obtient avec des plantes hybrides F1, c'est un peu nul. Donc, je sais pas trop, les gènes se mélangent et puis, en gros, au mieux, c'est nul, ça produit pas trop, et puis de moins en moins chaque année. Et au pire, ça produit rien du tout dès la deuxième année. Mais comme la première année, c'est vraiment top, on va racheter des graines tous les ans. Et on va payer tous les ans les semenciers. Et en même temps, c'est normal, ils ont dépensé pas mal d'argent et de temps pour arriver à faire ces super graines de colza ou de soja. Oui, c'est certain. C'est là qu'arrivent les OGM ? Oui. Alors, c'est bien beau de vendre tous les ans des semences hybrides aux agriculteurs, mais avec des croisements, on ne crée pas de nouveautés. Alors qu'avec des OGM, on fabrique des nouvelles variétés. Et donc, on peut les breveter. Et oui, on va donc déposer des brevets sur les nouvelles variétés. Et on fait payer encore plus les graines aux agriculteurs. Alors, j'ai pas réussi à trouver si on faisait aussi des hybrides F1 d'OGM
Alors peut-être que ça coûte trop cher, on passerait 2 années à faire 2 lignées pures d'OGM, on les croiserait. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, ils avaient trouvé un autre moyen, ce qu'on appelle, attention, encore nom barbare, la technologie de restriction de l'utilisation des ressources génétiques, qu'on appelle aussi le gène Terminator. C'est très parlant déjà. Terminator, c'est mieux. Donc tu mets un gène Terminator dans ton OGM et ces enfants sont stériles. Comme ça, tu peux pas ressemer les graines que tu as gardées, elles pousseront pas et tu es obligé de racheter tous les ans. Bon, il semblerait que cette technique ne soit plus vraiment utilisée, mais bon, de toute façon, la graine, elle est brevetée, donc pour l'utiliser, il faut payer. Voilà. Enfin, en fait, au fond, je pense qu'il faudrait juste un peu laisser la paix, un peu les agriculteurs en paix. Ils sont déjà assez dépendants de la météo pour ne pas en rajouter un lien complètement disproportionné entre eux et les grosses entreprises semencières et pétrochimiques, ou entre eux et les banques qui leur prêtent de l'argent pour payer les factures. Oui, parce que c'est effectivement pas forcément les mêmes organisations et les mêmes tailles d'organisation. La semaine prochaine, on termine ce cycle sur les OGM et on s'intéressera à quoi, plus précisément ? Alors, on va parler de ce que font finalement les OGM qu'on produit. Rien que ça. Voilà. Et on retrouve tout ça évidemment en podcast sur leçonunique.com ou encore sur l'appli myson. Merci Gwenaëlle, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Le 17-19 de Sun.